la parole. D'abord, je suis très fière et très honorée de pouvoir poser les questions à Agnès Martin-Lugan. J'ai eu évidemment la chance de lire ce dernier livre, Nos résiliences, que j'ai lu vraiment d'une traite et qui est absolument passionnant. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vais juste rappeler très rapidement la bio d'Agnès. Donc, vous êtes née au tout début des années 80. Vous avez fait des études de psychologue et puis je pense que vous n'avez jamais cessé d'écrire. Vous avez commencé à faire de l'auto-édition avec un livre qui s'appelle Les gens heureux lisent et boivent du café. Et puis ce livre a connu un immense succès et un éditeur est venu vous chercher à éditer ce livre. Donc cet éditeur, c'est Michel Lafon et c'est lui qui a publié ensuite tous vos livres, un par an. Entre mes mains, le bonheur se faufile. La vie est facile, ne t'inquiète pas en 2015. Désolée, je suis attendue en 2016. J'ai toujours cette petite musique dans la tête en 2017. À la lumière du petit matin en 2018. Une évidence en 2019. Et maintenant, nos résiliences. Alors, un livre par an, bravo, bravo, bravo. Merci. Et ma première question, c'est nos résiliences. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire ce livre? Alors, Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce... la naissance de nos résiliences, en fait, elle est venue. J'avais envie de parler, en fait, dans un couple. S'il y a un accident, s'il y a un drame, une maladie, en fait, j'avais pas envie de me mettre du point de vue de la victime. J'avais envie de me mettre du point de vue du conjoint ou de la conjointe, en l'occurrence, avec le personnage d'Ava, pour essayer pour être dans sa tête, être dans son esprit et savoir un peu ce qui se passe aussi. Cette femme qui va être amenée à porter le quotidien de sa famille et à porter son mari à travers l'accident qu'il a vécu. C'est vraiment comme ça que c'est né. Alors justement, j'hésitais, je préférerais que ce soit vous qui peut-être fassiez le résumé du livre, parce que je ne sais pas s'il faut trop en dire ou pas assez, parce qu'au début, on sent qu'il va arriver quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il va arriver. Donc si vous Oui, pouvez nous dire 2 mots de l'histoire. on peut parler, on peut juste dire qu'il va y avoir un accident, non, mais dans nos résiliences, on rencontre le couple que forment Ava et Xavier. Ils sont heureux, amoureux, enfin tout va bien. Après, ils ont leurs problèmes du quotidien, comme dans tous les couples et dans toutes les familles. Ils ont 2 enfants. Xavier est vétérinaire et Ava est galeriste. Et donc, on commence à les suivre comme ça dans leur quotidien, jusqu'au jour, en fait, où Xavier est victime d'un accident de moto. Et à partir de là, le couple bascule, parce que Ava, elle fait face à la première grande crainte, c'est qu'elle a peur de perdre son mari et que ses enfants perdent leur papa. Et puis, c'est la descente de Xavier face à ce qui lui arrive, face à son état physique, face à une forme de culpabilité. Et vraiment, moi, j'avais envie de me glisser, oui, dans la tête d'Ava, dans la peau d'Ava, pour essayer de comprendre un petit peu, elle, comment elle allait traverser tout ça, parce qu'elle est face à Xavier qui est dans quelque chose de... Enfin, il tombe dans une apathie quand même profonde. Et Ava, elle est du côté de la vie. Enfin, voilà, elle a envie de bousculer son mari pour qu'il reprenne sa vie, pour qu'il se soigne, pour qu'il guérisse et qu'il avance. Et elle, en fait, elle est dans la vie d'avant, alors qu'il faut réussir à passer dans la vie d'après, en fait. Alors, ce qui est très beau, c'est que c'est un couple vraiment fusionnel, un couple très fusionnel, et en même temps, le métier de Xavier fait qu'il est souvent parti à l'étranger. Et finalement, ce sont leurs retrouvailles qui sont les plus belles, les plus jolies, quoi. On se demande même si est-ce que c'est pour ça que le couple tient finalement. Et donc, pourquoi est-ce que vous avez souhaité que Xavier justement soit un vétérinaire itinérant en quelque sorte? Oui, alors c'est vrai que Xavier part 1 fois par an à faire du bénévolat dans des centres de soins en Afrique. Lui, c'est quelque chose qui fait partie de son équilibre. Avec le personnage de Xavier, oui, j'avais envie d'être un homme généreux et qui se consacre aussi énormément à son travail et
et face à lui, une Ava qui le rencontre, enfin au moment de leur rencontre, il fait déjà, il part déjà pour ce mois de bénévolat. Et jamais ça n'a traversé la tête d'Ava de lui dire, bah non, à partir de maintenant, tu es avec moi, tu es père de famille, tu t'en vas plus. Non, elle sait que ça fait partie de son équilibre. Et elle, Ava, bah, elle a l'habitude de tout gérer un petit peu. Donc, et ça lui convient bien. Donc, ils ont trouvé leur équilibre, même si ça grince des dents parfois, parce que l'un et l'autre attendent plus ou moins. Mais je dirais comme dans tous les couples qui fonctionnent plutôt pas mal en fait. Il y a des grincements de dents, il y a des tiraillements et il y a des moments où on trouve que l'autre est pas où on l'attend. Et j'avais envie voilà, d'un couple finalement assez équilibré, dans leur dispute. Alors, Ava, elle, de son côté, c'est une femme assez indépendante, hein, donc malgré cet état fusionnel, en fait. Donc, elle tient une galerie. Il y a un personnage d'ailleurs qui est un peu secondaire, mais pas tant que ça, et le personnage d'Idriss, qui est donc un peintre qu'elle va exposer. Alors, Ava, galeriste, est-ce que c'est un métier que vous auriez aimé exercer parce que le rapport à l'art m'a l'air important particulièrement dans ce livre-là, dans vos livres précédents aussi à travers d'autres, mais là encore plus. Hein. Alors c'est vrai que Ava, galeriste, elle s'est imposée un peu à moi avec son métier de galeriste. Euh, J'avais envie et qu'elle soit dans enfin voilà, c'est dynamique, c'est dans la rencontre et puis c'est toute l'histoire de sa famille aussi parce que Ava elle n'est pas devenue galeriste par hasard, elle est devenue galeriste parce que son propre père était galeriste et que son grand-père était galeriste. Donc il y a une forme de transmission dans la famille et elle est arrivée un petit peu comme ça dans sa petite galerie avec ces artistes dont elle prend soin, qu'elle aime, qu'elle a envie de porter le plus haut possible. Et c'est vrai qu'elle a, on rencontre Idriss assez rapidement dans le roman, qui est un peintre qui, voilà, n'a pas encore trouvé, n'a pas encore trouvé son public, n'a pas encore, voilà, il l'exprime que en lui-même son art. Et elle a un véritable coup de cœur artistique pour lui et elle veut le porter loin. Et, et face à lui, il y a la meilleure amie d'Ava, qui est Carmen, qui elle, est une sculptrice argentine. C'est le feu, c'est le soleil. Et Carmen, voilà, elle bouscule Ava quand il le faut. Et en même temps, Ava est sa galeriste, mais elle n'a pas du tout besoin d'Ava pour réussir. Mais voilà, il y a ce petit monde de la galerie finalement qui tourne autour d'Ava. Et alors vraiment, cette galerie, on a vraiment l'impression qu'elle existe. Hein. Donc je me suis demandé aussi si vous vous étiez inspiré finalement d'un lieu en particulier ou que c'est une mosaïque de petites impressions qui ont abouti à cette galerie qui est celle d'Ava. Alors, en fait, je me suis projetée, je l'ai imaginé, la galerie idéale d'Ava dans une petite ruelle en pavé avec des maisons qui tiennent pas droit, une vieille rue. Non, enfin, vraiment, c'est au fur et à mesure. Il y a eu, voilà, dans un premier jet d'écriture, la galerie n'avait pas tout ce qu'elle a aujourd'hui. Et puis, plus j'ai appris à la connaître, plus j'ai réussi à la décrire. Mais j'avais envie d'un endroit très cocon et en même temps ouvert sur le monde, parce qu'une galerie se doit d'être ouverte pour son public. Moi, c'est pas du tout. Enfin, je la connais pas, la galerie d'Ava, j'y suis jamais rentrée. J'aimerais beaucoup y rentrer, parce que j'aimerais beaucoup voir en vrai les tableaux d'Idriss, pour tout vous dire. Mais, non, elle est vraiment sortie de là. Alors il y a, bon, on parle de ce couple, donc Xavier et Ava. Il y a un deuxième couple qui va apparaître assez rapidement dans le roman, qui a donc un lien avec cet accident. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce deuxième couple? Alors, on est face à deux artistes aussi, puisque il y a Constance qui est violoniste et Sacha qui est chef d'orchestre. Euh, et ça va être un peu c'est un couple qui va tout aussi bien qu'Ava et Xavier, qui traversent aussi la même rupture à travers l'accident. Et finalement, ça va être le couple miroir. Et ils cherchent tous à arriver jusqu'à la résilience, en fait. C'est ça, finalement, c'est le parcours d'Ava et Xavier, mais voilà, cette rencontre avec Sacha et Constance, ben, finalement, les amène tous vers ce chemin-là. Alors, vous venez de le dire, donc Sacha et Constance sont musiciens et la musique joue un rôle évidemment très important
dans beaucoup de vos livres, particulièrement évidemment dans celui-là. Alors, Oui. quel rapport est-ce que vous avez avec la musique et entre la musique et l'écriture aussi peut-être? Mais en fait, c'est surtout ça. C'est enfin, je n'écris pas sans musique. C'est quelque chose qui m'est impossible. Écrire en silence, enfin, c'est de l'ordre de l'inconcevable pour moi. Tout en écrivant, je construis la playlist du roman euh, où chaque scène a son morceau. Euh, et si je n'ai pas le bon morceau, euh, ou ce que j'écris, ça ne me convient absolument pas, ou je n'arrive carrément pas à écrire. Ça peut aller jusque-là. Et je peux buter plusieurs jours de suite sans réussir à avancer dans l'écriture d'une scène parce que je n'ai pas le bon morceau. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de magie qui s'opère entre une atmosphère musicale qui va me toucher profondément et qui va faire écho à l'atmosphère que je vais apporter à la scène ou à l'état d'esprit du personnage. Alors après, c'est vrai qu'à la maison, il y a toujours de la musique qui est allumée, mais c'est vrai que dans l'écriture, oui, c'est vraiment de l'ordre oui, de l'indispensable. Et voilà, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est si je dois travailler une scène pendant 3 heures de suite, et ben, pendant 3 heures, je peux écouter le même morceau en boucle parce que j'en ai besoin. Parce que pour nous, c'est facile. En fait, à la fin du livre, bah, vous nous donnez la playlist. Donc voilà, le travail est fait. Oui, Mais vous, est-ce que vous recherchez ou est-ce que c'est un morceau qui vous inspire ou vous dites, en fait, est-ce que les mots se sculptent à partir de ce morceau de musique? Vous dites tout d'un coup, tac, celui-là, il correspond à ça? oui, alors c'est vrai que je dirais qu'à chaque étape, il peut y avoir des changements. Alors, il y a des morceaux que je vais entendre et je vais me dire, tiens, celui-là, je me le garde en stock parce que potentiellement, il pourrait me servir quand j'en arriverai à telle ou telle scène. Et puis parfois, une fois que j'arrive au moment d'écrire la scène, je ressors ce fameux morceau et ça ne va pas du tout. Parce que voilà, il y a eu tant de pages, tant d'événements qui se sont déjà déroulés dans le roman et finalement, ça ne correspond plus à ce que j'avais projeté avant. Et puis, pendant que j'écris, quand j'arrive à telle ou telle scène, je vais chercher finalement, donc je passe de tel ou tel artiste qui ressemble à tel autre. Parfois c'est le hasard qui fait que je vais croiser le chemin d'un morceau et je vais me dire mais c'est juste celui-là qu'il me fallait maintenant. Euh, mais c'est très subjectif, hein. C'est vrai qu'à à la fin des romans, je mets la liste qui est dans l'ordre, hein, dans le déroulé du roman. Mais c'est subjectif, hein, certainement que d'autres personnes vont écouter la musique qui a bercé l'écriture du roman et ne vont absolument pas comprendre pourquoi moi j'entretiens un lien fort avec ces morceaux. Donc après, chacun peut se faire sa propre playlist, mais pour moi, c'est vrai qu'il y a certains morceaux euh, qui seront, je dirais, presque à jamais associés à tel passage de tel roman. Et c'est vrai que pour nous, lecteurs, c'est très agréable parce que on découvre aussi on découvre aussi des morceaux, non seulement le texte, mais aussi parfois la musique. Donc vraiment, un grand merci pour ces playlists. Alors bon, j'ai aussi une autre question. Alors là, qui est peut-être moins drôle. Enfin, donc les futurs lecteurs ou les lecteurs l'auront compris. Il y a quand même pas mal. Donc il y a un accident qui se passe, donc pas mal de scènes qui se passent à l'hôpital. Et donc, je me suis demandé si vous aviez fréquenté assidûment un hôpital en particulier ou si ou plusieurs hôpitaux, ou comment s'est passé toutes ces scènes qui se passent à l'hôpital. Est-ce que vous avez eu besoin de documentation, entre guillemets, pour... Non, non, non. Enfin, après, comme tout le monde, j'ai pu traverser des couloirs d'hôpital et j'ai une vague idée de l'ambiance qui peut régner dans des couloirs d'hôpitaux. Mais vraiment, en fait, moi, ce qui se passe, c'est quand j'écris, je suis tellement dans la tête de mon personnage, je vois ce qu'elle voit, en fait. Je ressens ce qu'elle ressent. Et de par les impressions que j'ai pu moi-même avoir quand j'ai pu traverser des couloirs d'hôpitaux, mais voilà, j'ai imaginé en fait ce que ça pourrait être. J'ai imaginé ce qu'Ava pouvait ressentir quand elle arpentait ces couloirs de l'hôpital où Xavier, ou cette salle d'attente des urgences où elle attend la nuit de l'accident, enfin voilà, le rapport au médecin, le rapport au corps une fois qu'il est, voilà, enfin au corps de son mari une fois qu'il est immobilisé dans son lit d'hôpital. Voilà, en fait,
c'était elle, enfin, c'est toujours ce rapport que j'entretiens avec mon personnage principal où il prend possession de moi finalement. C'est pas Agnès qui, qui écrit, c'est Ava qui passe dans la tête d'Agnès et qui dit en fait ce qu'elle est en train de vivre et ce qu'elle est en train de ressentir. C'est vraiment ce qui s'opère quand j'écris. Parce que c'est vrai qu'il y a des scènes, par exemple, quand elle prend l'ascenseur, enfin, il y a des choses qui sont vraiment. On se dit, bon, c'est du vécu, ou alors elle est allée passer. Parce que quand on est dans un hôpital, soi-même, on n'est pas, on n'a pas cette objectivité, je veux dire, qui permettrait d'écrire. Donc, c'est encore mieux de votre part d'avoir réussi à vraiment nous plonger dans cette atmosphère des urgences et autres, quoi. Franchement, le parking, enfin, tout y est, tout y est. Alors, je me suis aussi interrogée parce que finalement, ce titre Nos résiliences, ben, il est au pluriel. Et puis, il est au pluriel et en plus, c'est nous. Donc, nos Oui. résiliences, ça s'adresse à nous, ça s'adresse à vos personnages. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnages en résilience aussi. Qu'est-ce que ça est? Pourquoi ce nous? Ce nous. Alors, pourquoi le pluriel la résilience? C'est parce qu'effectivement, il y a, il y a les résiliences individuelles dans le roman, des personnages qui sont embarqués après cet accident, entre guillemets, dans la même aventure, façon de parler. Et puis après, bah, il y a la résilience aussi du couple. Euh, Comment ce couple que forment Ava et Xavier vont aller vers la résilience, en fait. Donc, c'est pour ça que ça me semblait évident qu'il y ait du pluriel. Euh, Ça n'aurait, enfin, quand le mot résilience m'est apparu à la fin de l'écriture du roman, où je me suis dit, mais c'est ça finalement, c'est pas l'histoire d'une résilience, ils arrivent à la résilience à la fin. Oui. Il y a encore du travail derrière, mais il n'y en a pas qu'une, en fait, il y en a plusieurs, et je peux même aller encore plus loin. Il y a même la résilience des enfants d'Ava et Xavier, c'est-à-dire que Pénélope et Titouan, qui sont leurs enfants, bah, eux aussi, ils ont un travail de résilience, parce que c'est pas rien d'avoir son papa qui a un accident de moto, qui est à deux doigts de mourir et qui va quand même enchaîner de longues semaines d'hospitalisation et qui va pas. Enfin voilà, ce sont des enfants qui ne retrouvent pas forcément leur papa comme avant dans un premier temps. Donc il y a voilà, chaque personnage a un travail de résilience à faire. C'est pour ça que le pluriel s'est imposé. J'ai eu l'impression aussi que ce nous s'adressait au lecteur aussi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'exemple hein, ou voilà, de dire bah, vous aussi, vous pouvez y arriver. Il y a un travail à faire, mais vous pouvez y Oui. arriver. Est-ce que peut-être que je me trompe complètement hein. Après, je dirais que chacun peut le prendre comme il le souhaite, en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, je dis à chacun sa résilience. Euh, euh, on peut tous être amenés à traverser un traumatisme, une épreuve qui peut enfin, dont on peut espérer ressortir résilient à la fin. C'est pas, voilà, la résilience, c'est pas quelque chose d'acquis. On n'est pas, tout le monde n'y arrive pas forcément, mais bah, pourquoi pas? Après tout, ça peut arriver. On peut essayer de se donner les moyens de rebondir, d'aller mieux et de transformer ça pour finalement, en fait, reprendre sa vie sans oublier ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas oublier. Et oui, chacun peut se dire, ben, je peux arriver à ma résilience aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait ce message-là, justement, de la part de vos personnages, qui est un message de ténacité par rapport aux épreuves que le lecteur peut lui-même traverser. Et c'est ça qui est très agréable aussi dans vos livres. C'est il y a toujours ce message de ayez confiance en vous, presque. Oui, c'est pas toujours gagné, c'est pas toujours tout beau, tout rose à la fin. Il y a encore des tas de choses à traverser, mais on peut, enfin, même si ça demande du temps, même si c'est dur, même si ça prend très très longtemps, on peut y arriver. Et c'est vrai que, en l'occurrence, le personnage d'Ava, enfin, elle est tenace, quoi. Enfin, elle tient bon quand même. Et parce que voilà, elle veut y croire en fait. Elle veut pas. Euh, Elle se dit que oui, enfin, elle peut sauver son. Enfin, elle veut aider son mari en fait. C'est ça en fait. Elle veut l'aider et elle a envie d'y arriver. Donc, ça peut valoir le coup de se battre en fait. Oui. Après, voilà, il y a différents moyens aussi, et c'est vrai qu'elle va employer tous les moyens, on va dire, Oui, 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 oui. pour essayer Elle, d'y arriver. elle va avoir peur de certaines choses, elle va fuir certaines choses, elle va se mettre des œillères. Et puis, il y a un moment, bah, elle va aussi lâcher.
elle va aussi lâcher certaines choses parce que, effectivement, enfin, ce que je disais tout à l'heure, elle est face à son mari qui est dans l'apathie, qui est sur quelque chose de limite mortifère quand même. Et elle, mine de rien, il y a une pulsion de vie qui est encore en elle. Et il y a un moment aussi, elle a besoin de vivre, quoi. Enfin, elle ne veut pas se laisser entraîner non plus par la destruction qu'est en train d'opérer aussi son mari à cause de sa culpabilité et tout ça. Donc, elle, c'est plus fort qu'elle, en fait. Il y a son cœur qui bat et elle a envie de vivre. Donc, c'est toutes ces étapes qu'elle doit franchir. Oui, parce que justement, je voulais vous faire parler de la culpabilité, parce que bon, ce que nous n'avons pas encore dit, c'est qu'effectivement, Xavier a un grave accident et que ce grave accident met en cause quelqu'un d'autre. Et donc, à partir de là, Xavier éprouve cette culpabilité et c'est cette culpabilité qui va finalement le ronger et ronger son couple. La culpabilité que traverse Xavier, enfin, ça le détruit à petit feu. Il n'est pas capable, en fait. Et du coup, enfin, euh, ça le détruit tellement qu'il s'empêche finalement aussi de guérir parce que c'est comme s'il s'interdisait de vivre, en fait. Enfin, je pense que Xavier, à un moment ou à un autre, dans sa tête, il se dit, mais j'aurais dû y rester. C'est pas normal, c'est pas normal qu'il soit en vie après ce qu'il a fait. Donc, il est du coup, il est dans le refus de tout. Il est dans le refus de l'amour de sa femme. Il est dans le refus de l'amour de ses enfants parce que il s'enferme totalement dans ce mal-être, dans cette responsabilité qui s'impose, dans tout son mal-être. Et c'est de là que vient l'apathie aussi qu'il a. Et il ne voit plus rien en fait. Il est centré. C'est voilà, et même si c'est tout à fait logique, mais la victime ou le malade est centré sur lui-même, sur ce qu'il traverse, et à juste titre, parce qu'il souffre. Hein. Attention, Xavier, il est cloué sur son lit d'hôpital, il a mal, il a très mal dans son corps, mais il y a cette espèce il est complètement ramassé sur lui-même. Il ne fait que ressasser ce qu'il a vécu sans voir ce que vit Ava, sans avoir aucune idée, sans s'intéresser à ce que ressent Ava par rapport à ce qu'elle-même elle vit et ce qu'elle a vécu la nuit de l'accident où elle a cru qu'elle allait jamais revoir son mari en vie. Donc c'est ça aussi qui fait que ils s'étiolent tous les deux aussi dans leur couple. Oui, c'est ça. Et puis, peut-être aussi que comme il est vétérinaire, il a toujours apporté le soin aux autres et que donc le fait qu'il ait mis quelqu'un en danger le culpabilise encore plus. Hein. Peut-être que Ah oui, son métier, s'il avait été, je sais pas quoi, autre chose, peut-être que ça aurait été moins fort, je ne sais pas. Parce oui, que justement, le fait d'être vétérinaire, c'est quelque chose qui était important dans la construction du roman. oui, puis c'est vrai que Xavier, enfin, sans rien dire voilà, de la femme, il finit quand même à un moment par dire à Ava qu'il a toujours essayé d'être un homme bien. Ouais. Euh, et il a fallu quelques secondes pour que tout ce qu'il s'était acharné depuis 45 ans à construire s'effondre en fait et qu'il ne se reconnaisse plus. Donc, il ne peut pas se reconnaître dans l'homme qui est impliqué dans cet accident. Ça lui ressemble pas, il comprend pas en fait. Il comprend pas et du coup, il ne sait plus qui il est. Xavier, il en arrive au point où il ne sait plus qui il est. Déjà, il maîtrise plus son corps. Euh, donc, il a un corps qui lui répond plus comme avant. Il a besoin de se réapproprier son corps. Et en plus, de par cette culpabilité et l'accident qu'il a vécu, ça ne ressemble pas à celui qu'il est au fond de lui finalement. Et il ne sait pas s'il peut redevenir celui qu'il était. Est-ce que justement, on pourrait dire que votre livre est un livre d'amour? Est-ce Oui. que Oui. voilà. On m'a posé on m'a posé la question si je devais résumer comment le livre en quelques mots. Alors, j'avais le droit à trois, hein, cette question qu'on m'a posée, donc, mais j'en ai demandé un quatrième parce que pour moi, nos résiliences, il y a le trio euh, euh, autour de l'épreuve, de la culpabilité et de la souffrance, et derrière, mais il y a l'amour en fait. Enfin non, c'était, excusez-moi, épreuve, culpabilité, pardon, mais amour derrière. Et l'amour chapeaute tout finalement. Et il y a plusieurs histoires d'amour enfin, il y a plein de formes d'amour dans ce roman. Euh, et, et,
et finalement, bah, l'amour, il est là dans l'épreuve, l'amour, il est là dans la culpabilité, et l'amour, il est là dans le pardon. Euh, donc c'est une espèce, c'est un mélange de tout ça finalement qui résume le roman. Oui, et puis l'amour, il peut peut-être aussi se transformer et évoluer. Et je trouve que c'est ce que vous montrez bien aussi dans ce roman. C'est-à-dire que Ava va traverser différentes phases euh, Oui, de- d'amour, d'attirance, voilà, d'audace aussi, liée à l'amour et liée à l'attirance. Donc, c'est toutes bah, ces formes d'amour que vous explorez. oui, enfin, Auquel d'ailleurs, enfin, elle traverse beaucoup de choses. Enfin, voilà, elle traverse l'amour souffrance, elle traverse l'amour d'une mère pour ses enfants qui a peur pour ses enfants, qui craint pour ses enfants et qui en même temps, bah, par moment, n'a plus du tout envie de s'en occuper. Elle a l'amour pour son mari, elle a l'amour colère vis-à-vis de lui. Elle va traverser, oui, effectivement, de l'amour attirance, de l'amour désir, de l'amour j'ai juste envie de vivre à un moment. Et elle-même, elle grandit à travers tout ça. Mais il lui faut du temps ouais, pour arriver à faire cette bascule, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, dans toute cette histoire-là, c'était l'avant, l'après. Et ouais. comment on arrive à réconcilier l'avant et l'après. Est-ce que c'est possible, déjà Euh, avec quelles séquelles, si on y arrive? Et c'était vraiment ça, en fait. C'est l'interrogation que je me suis posée pendant toute l'écriture du roman. C'était jusqu'où, finalement, jusqu'où ils sont capables d'aller, jusqu'où elle est capable d'aller, euh, jusqu'à quel point elle peut endurer aussi la souffrance de son mari. Elle a beau l'aimer plus que tout, et Xavier est son grand amour, mais euh, jusqu'à quel point elle peut endurer ce qu'elle traverse, entre guillemets, à cause de lui. Ah ouais, franchement, moi, je le redis encore, c'est un livre qui m'a voilà, qui m'a marqué, que j'ai vraiment adoré, quoi. Merci, Alors, merci beaucoup. vous avez un autre personnage, vous l'avez évoqué, un personnage que j'ai aussi beaucoup aimé, qui est un peu en fond, qui est effectivement cette fameuse Carmen, qui Oui, est un vrai soleil dans tous les sens du terme. Alors, je Carmen, me suis demandé, oui, Carmen, est-ce que vous pouvez juste nous dire deux mots de cette Carmen pour que les lecteurs, voilà, en sachent un peu plus? alors Les c'est vrai que futurs. Carmen, moi, elle est tombée du ciel. Vraiment, voilà, enfin Carmen, c'est oui, ce que je disais, c'est une sculptrice argentine qu'Ava a rencontrée quand elle a eu l'opportunité, quand elle était plus jeune, d'aller faire un stage dans une galerie à Buenos Aires. Et elle y a rencontré Carmen, qui est tout feu, tout flamme, qui n'a peur de rien, qui peut flirter avec la débauche quand elle était jeune, c'est ce qu'Ava explique. Et en même temps, ben, elles se sont trouvées. Ce sont en travail avec Carmen, c'est presque des âmes sœurs. Euh, Elles se comprennent d'un regard, elles ne se jugent pas, elles s'aiment, elles se soutiennent. Carmen est toujours là pour secouer Ava s'il y a besoin. Et en même temps, étrangement, Carmen est capable de se taire quand il le faut. Et de laisser Ava quand elle a besoin d'être en tête à tête avec elle-même. Mais moi, j'ai adoré écrire les scènes avec Carmen parce que enfin, c'est du bonheur. Enfin, moi, je la voyais arriver et j'avais envie de sourire parce que elle arrive avec sa tignasse crépue. Quand elle décide de faire une cure détox, enfin voilà, la cure détox à la Carmen, c'est quelque chose. Voilà, Carmen, pour moi, c'est la meilleure amie dont on a tout et tous envie, à un moment ou à un autre, d'avoir une Carmen qui rentre dans sa vie et qui fait du bien. Oui, c'est ça, oui. Et vraiment, oui, je trouve que ça éclaire tout à coup, parfois dans des passages un peu plus sombres, et bien tout à coup, elle arrive et finalement, elle met un peu de légèreté, ou en tout cas, mais c'est vrai que c'est effectivement une amie qu'on aimerait avoir, enfin, puis on la voit hein, complètement, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est l'intérêt des personnages secondaires, c'est effectivement quand on est comme ça dans des atmosphères qui sont lourdes et qui sont, enfin voilà, j'ai conscience qu'à certains moments du roman, il y a quelque chose un peu de huis clos. Enfin voilà, on est dans la chambre d'hôpital, enfin c'est enfermé, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'espoir, etc. Et du coup, avec des personnages comme Carmen ou alors avec Idriss, la maladresse d'Idriss qui sait pas trop où se mettre et qui est timide, mais ça fait souffler à un moment, quoi. Enfin, ça met une pause, ça donne une respiration pour après repartir dans ce qui peut être compliqué et lourd et pesant, en fait, dans l'histoire.
Et bon, donc je citais tout à l'heure le nombre de livres donc, que vous avez écrits quand même, un par an, Oui. c'est formidable. Donc j'imagine que chaque livre, en fait, c'est un peu votre bébé. Et donc celui-là, est-ce que c'est un bébé particulier? Comment il se situe par rapport aux autres? Euh, Alors, c'est vrai que chaque roman, en fait, représente une année de ma vie pour moi, parce que c'est toujours, voilà, il y a une petite année entre la naissance de l'histoire ou du personnage qui va un peu atterrir comme ça dans ma tête jusqu'au moment où il sort en librairie. Donc, voilà, chaque roman, finalement, moi, est associé à des moments qui sont dans ma vie personnelle aussi. Après, ils sont... euh, euh, ils, je les aime tous. Excusez-moi, j'ai du petit bruit dans mon... ils sont tous. Euh, oui, ils ont tous un je point les aime tous. particulier. Je les aime tous avec la même intensité, mais différemment en fait. Après, nos résiliences. Et puis ils ont tous une histoire d'écriture différente. Nos résiliences, j'ai tourné très longtemps autour de l'histoire, autour des personnages. Enfin, ils se sont dérobés longtemps à moi. Je savais ce que je voulais écrire, hein, mais il y avait un truc, des chaînons qui prenaient pas. Enfin, voilà, je tournais autour, mais j'avais tout. Donc en fait, j'ai passé plus longtemps que d'habitude à le construire sur un petit carnet dans ma tête, à le retourner, voilà, avant même d'écrire la première phrase. Et puis une fois que ça a été prêt, là, il y a eu au contraire une forme d'urgence à l'écrire. Donc, euh, je l'ai je l'ai écrit. Le temps d'écriture a été plus resserré que d'habitude. Je crois que j'ai fait des journées d'écriture encore plus longues que d'habitude. Pour les autres romans, je commençais à écrire toujours très tôt le matin, aux alentours de 5h30, 6h. Là, pour nos résiliences, impossible. Donc, je commençais un peu plus tard dans la matinée, mais par contre, j'étais capable d'écrire jusqu'à 2h du matin. Ce qui ne m'était jamais arrivé jusque-là. Donc, il y a eu des scènes qui ont été écrites, oui, en plein milieu de la nuit, dans quelque chose de très étrange, parce que voilà, quand on arrive à minuit, 1h, qu'on a déjà sa journée derrière soi, voilà, avec le quotidien, les enfants, etc. Donc, je ne dirais pas qu'on dort déjà, parce que c'est pas vrai, j'étais dans l'histoire, mais du coup, une fois que j'arrivais au moment où moi-même j'allais me coucher, très clairement, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus si c'était Ava qui allait se coucher ou si c'était moi. Donc, il a cette particularité voilà, d'une forme d'urgence dans l'écriture parce que le temps a été plus resserré. Et j'ai vécu pas presque comme dans chacun de mes romans, mais vraiment des moments schizophréniques dans l'écriture où c'était plus moi, c'était Ava. Enfin, je ne savais plus qui c'était dans ma tête ou qui allait se coucher ou chercher les enfants à l'école. Enfin, très clairement. Mais c'est drôle parce que enfin, moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'on ressent à la lecture. En fait, on a l'impression qu'Ava, c'est vous, et en même temps, je fois, on se dit, mais non, puisque voilà, Agnès Non, Martin-Liban, c'est l'autrice, c'est pas. mais Mais en même temps, il y a une espèce de fusion, effectivement, qui s'opère, je trouve, à la lecture. Je me demandais si j'étais effectivement la seule, mais ce que vous dites me conforte. ah oui, je le ressens comme ça. Ouais, et c'était justement une autre question que je voulais vous poser, c'est que ben donc comment est-ce que vous arrivez finalement à trouver des moments pour vous entre votre vie personnelle, votre vie de romancière, ben, la promotion qui accompagne la sortie d'un livre, qui est quand même un vrai travail là aussi, et qui vous empêche, j'imagine peut-être, de penser au prochain, ou pas d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'en général, pendant la période de promo, quand il y a la tournée, pendant la période où je fais la tournée des libraires, où je vais dans des salons, c'est la période déjà où j'ai réussi à dire au revoir à mes personnages. Euh, et du coup, bah, ils laissent, même si je suis amenée à en parler beaucoup pendant cette période-là, bah, finalement, ils laissent tranquillement leur place pour que de nouveaux arrivent. Donc, j'utilise souvent en fait cette période où j'ai pas le temps d'écrire parce que moi, j'arrive pas à écrire 1 heure par-ci, 1 heure par-là. J'ai vraiment besoin d'une grande journée et d'écrire sur des jours et des jours à la suite en fait. Donc, j'utilise en fait cette période où je suis dans le train, voilà, où j'ai des moments où j'attends, bah, pour oui
pour ruminer, pour m'interroger sur mes personnages, me poser des questions sur eux, essayer de faire connaissance avec eux et de me dire jusqu'où je vais aller avec eux, jusqu'où je vais les emmener et à quel endroit j'ai envie de les emmener. Donc en général, j'utilise toujours cette période-là voilà, vraiment pour commencer la construction dans ma tête. Et puis après, c'est vrai que comme beaucoup de gens, en fait, je prends des vacances l'été. Je fais la pause, je disparais, je ne fais rien l'été. Enfin, je ne fais rien l'été. Disons que voilà, la promo pour moi s'arrête toujours, ou les tournées, les dédicaces dans les librairies s'arrêtent toujours l'été, parce que voilà, j'ai besoin d'être de longues semaines avec ma petite famille, sans bouger et prendre du temps pour être avec eux, parce que voilà, moi, ils me sont indispensables pour me ressourcer et puis pour écrire. Et puis, après, c'est vrai que l'écriture et mes romans envahissent la maison, soyons clairs. Parce que j'en parle, parce que mes enfants rentrent dans le bureau et qu'ils viennent me demander à quelle page j'en suis, et si j'ai bientôt fini de l'écrire, ou quand est-ce que le livre va arriver à la maison, ou quel est son titre, en me disant t'inquiète pas maman, je vais rien dire. Donc ça fait partie, en fait. Ce qui est étrange, c'est que, ouais, mes romans et mon métier, ça fait partie aussi de notre vie au quotidien, en fait, à la maison. Mais c'est peut-être pour ça aussi que vos personnages sont si attachants, hein. Et en vous écoutant parler, je voulais aussi, du coup, je fais une petite parenthèse, mais remercier vraiment les auteurs, dont vous, qui vous déplacez en librairie, qui prenez le train, qui dormez dans des chambres d'hôtel parfois, etc. Tout ça pour aller en librairie, rencontrer vos lecteurs. Et nous, pour nous les libraires, c'est tellement important. Donc voilà, je vous remercie vraiment chaleureusement du fond du cœur de faire ça, parce que je sais, voilà, petit clin d'œil aussi à Frédéric Deguel qui nous entend. Vraiment, merci, un grand merci. Mais c'est très étrange du coup cette année parce que moi je le fais pas et je me dis mais ça manque de voir les gens, ça manque de vous toucher, de discuter en vrai et pas par écran interposé. Mais moi les rencontres en librairie c'est toujours des moments tellement forts. Enfin c'est des booms d'émotions à chaque fois. Enfin, c'est l'occasion de parler, de parler avec vous, libraires, de parler avec les lecteurs. Ça nourrit. Enfin, moi, je trouve que ça nous nourrit et enfin voilà, vous êtes là aussi comme des passeurs de nos livres aussi. Donc voilà, vous êtes les magiciens entre nos lecteurs et nous. Donc, et c'est toujours merveilleux de venir dans les librairies. Donc. En tout cas, voilà, vraiment, je voulais faire cette parenthèse pour vous remercier. Et puis, revenir à votre livre, alors toujours des couvertures sublimes. Donc, alors avec effectivement toujours une femme de trois quarts, donc j'imagine que c'est un parti pris. Est-ce que c'est le parti pris de l'éditeur, de l'auteur? Voilà, comment ça s'organise le choix de ces couvertures? Alors c'est vrai que ces couvertures de femmes de profil en noir et blanc, ça a débuté dès mon premier roman avec Les gens heureux, ils y boivent du café. Et la couverture des gens heureux, ils y boivent du café, c'était celle que j'avais prise pour le roman quand il est sorti en auto-édition. Les éditions Michel Lafon ont gardé la couverture, moi j'y tenais très fort. Et après, finalement, ça a été un parti pris commun. Enfin, quand mon second roman est arrivé, qu'il a fallu choisir une couverture, ils m'ont demandé ce que j'en pensais, de quoi j'avais envie. Je leur ai dit si on pouvait rester dans ces photos de femmes en noir et blanc. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Esthétiquement, je trouve ça beau. Si on peut en trouver une magnifique, c'est encore mieux. Et puis, voilà, eux, ils étaient dans le même état d'esprit. Et puis, finalement, l'histoire, elle s'est créée comme ça. Et elles se répondent toutes d'une année sur l'autre. Donc, il y a moi, j'aime les regarder toutes les unes à côté des autres. Enfin, c'est mes amies, enfin, c'est mes compagnes voilà, d'écriture. Et c'est vrai que il y a comme ça une filiation qui se fait entre les romans, même si chaque histoire est différente et qu'il n'y a pas de lien entre les romans. Mais il y a une identité finalement qui s'est créée autour des couvertures de mes romans. Et du coup, elles sont faites exprès ou c'est un catalogue de photos? Alors, certaines ont été. Il y a eu un shooting photo avec un photographe professionnel, mannequin, choix du lieu, etc. En l'occurrence, celle de cette année, elle a été trouvée dans
chez un photographe. Et pour la petite histoire, c'est le même photographe qui, qui nous avait, enfin chez qui on avait trouvé la photo de à la lumière du petit matin, mon sixième roman. C'est le hasard, voilà. Ils ont aux éditions Michel Lafon, ils ont trouvé cette photo et j'ai dit ouais, c'est juste Ava, c'est juste pour nos résiliences. Et après, on s'est rendu compte que c'était le même photographe qui avait tourné la photo pour À la lumière du petit matin. En tout cas, très réussi. Tout est réussi dans ce livre. La Merci. couverture, le texte, voilà, et l'auteur fort sympathique. Merci. Je ne sais pas si je dois laisser la parole à Nathalie. Est-ce que vous avez terminé ou il y a Oui, beaucoup de c'est bon, enfin, de mon côté. Donc déjà, je voulais remercier Agnès parce que son livre est sorti hier et elle est avec nous aujourd'hui. Et justement, j'avais une première question qui revient aussi. Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est une épreuve? Et est-ce que ça va vous inspirer pour la suite, peut-être un sujet et comment avez-vous vécu le confinement? Voilà, c'est ce qui revient en gros aussi dans les questions. Alors, très clairement, je ne pense pas que je serai une auteure du confinement. Je l'ai vécu, ça me suffit. Je préfère me projeter dans d'autres histoires. Après, c'est vrai que cette sortie enfin voilà, le roman devait sortir le 26 mars, il est sorti le 20 mai. Je suis passée par plusieurs émotions différentes finalement. Enfin, quand la décision est tombée, le roman ne peut pas sortir, il y a eu une forme de soulagement de me dire, de toute façon, enfin, vu le contexte, il ne peut pas sortir. Enfin, j'imaginais pas qu'il sorte, en parler, etc. Enfin, et puis sans les libraires, enfin, que le roman sorte sans les libraires, enfin non, en fait, c'était pas possible. Et puis, donc je ne sais pas si je peux dire quelque part que je faisais ma fière. Et puis le matin du 26 mars, en fait, j'ai eu quand même un très très gros coup de cafard de me dire mais qu'est-ce qui va devenir en fait ce roman? Est-ce qu'on va sortir de tout ça? Est-ce qu'il va exister en fait? C'est moi d'écriture, c'est ce plaisir souffrance de l'écriture. Est-ce qu'il y a un moment je vais véritablement pouvoir le présenter au lecteur? Et puis en même temps, le quotidien du confinement a fait que j'ai pris aussi beaucoup de distance avec le roman. Forcément, je n'avais pas trop le temps d'y penser à nos résiliences. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'approchait du 20 mai, avec cette date qui est tombée, où normalement il devait pouvoir sortir le 20 mai, il y a eu une forme d'impatience et de fébrilité qui est revenue. Et je suis vraiment arrivée, hier matin, j'étais heureuse, mais vraiment, il y a eu ce pincement au cœur, parce que ça y est, j'ai enfin dit au revoir à mes personnages et ils vivent leur vie auprès des lecteurs. Mais il y a eu ce bonheur de se dire, même si le contexte reste très particulier et qu'il y a encore beaucoup de choses, voilà, beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés, mais il va démarrer sa vie et il va prendre, voilà, enfin, il devait arriver dans les librairies, il a la chance d'y être arrivé et voilà, maintenant il peut démarrer sa vie. En tout cas, tous les messages. Il va très bien la démarrer. Vos lectrices et vos lecteurs, parce qu'il y a aussi des lecteurs, sont là. Ils vous transmettent toutes leurs amitiés. Ils sont ravis de vous voir sur les tables de librairie. Ils sont allés en librairie. Certains l'ont lu dans la nuit pour être là, voilà, bien. Il y a une grosse question qui revient, c'est aura-t-on bientôt la playlist partagée sur Deezer? Alors, je fais de la pub, c'est pas bien, mais voilà, est-ce qu'elle va arriver? Parce que tout le monde l'attend, cette playlist. Alors, sur Spotify, j'ai eu le temps de le faire en début de semaine et Deezer devrait arriver dans les prochains jours. Voilà, donc ça va venir. Alors justement, il faut que je la cherche. Il y a beaucoup de questions. Il y a une question précise justement sur un passage de la valse d'Amélie Poulain. À quel chapitre ça correspond? Ça, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment savoir à quel chapitre ça correspond. Alors, à quel chapitre? Alors, le numéro de chapitre. Alors, la valse d'Amélie, elle est beaucoup dans les scènes à la galerie. Quand Ava rentre, enfin, quand on la découvre pour la première fois dans la galerie et quand elle y re-rentre après être allée rendre une visite à Xavier à l'hôpital. Voilà. En gros, c'est ça. Après, il y a beaucoup de questions sur l'adaptation de cinéma. Et savoir si, dans l'adaptation qui va arriver, si je ne me trompe pas, est-ce que vous avez participé activement à la mise en scène ou vous avez laissé la main et vous avez juste donné l'accord pour l'adaptation, tout simplement? Alors, je pense qu'il est question de l'adaptation des gens heureux, ils boivent du café. Il y a beaucoup de précision, mais oui. En fait, ils aimeraient que tout soit adapté au cinéma, en fait. Alors, oui, parce que, effectivement, il y avait eu un contrat d'adaptation signé.
il s'est avéré que tout s'est arrêté puisqu'en fait c'était une coproduction franco-américaine et le producteur américain est celui qui a fait la une de l'actualité et qui a eu son procès il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Donc, pour être très clair, tout s'est arrêté à partir du moment où le scandale a éclaté et voilà, et c'est certainement un mal pour un bien. Et on est reparti pour le moment, il n'y a rien il y a rien qui est à nouveau signé. Donc voilà, peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose pour les gens heureux, les épreuves de café. Peut-être que je participerai ou pas. J'en sais, enfin, voilà, ça dépend. Peut-être qu'un jour, il y aura un projet, mais pour le moment, il n'y a plus rien. Voilà. D'accord. Alors, l'an dernier, après une évidence, vous disiez que Ren, le personnage principal, vous manquait. Envisagez-vous d'écrire une suite, comme ce fut le cas pour Diane? Ça, c'est une question précise. Oui. Alors, la suite des gens heureux avec La vie est facile. Quand j'ai terminé Les gens heureux, je savais qu'il y aurait une suite parce que j'en avais pas fini avec Diane et que Diane n'avait pas fini son travail de deuil. Donc, de toute façon, je savais qu'elle reviendrait. Elle est revenue assez vite, finalement. Après, pour Rennes, et donc une évidence, c'est pas parce que Rennes, ça a été très, très, très compliqué de dire au revoir à Rennes. Elle me manque, mais j'en ai fini avec Rennes. Il n'y aura pas de suite à une évidence. Après, peut-être qu'un jour, elle donnera de ses nouvelles en passant comme un clin d'œil dans un autre roman. Euh, mais elle ne passera que si ça sert le propos d'un autre roman et ça fait avancer en fait le personnage d'un nouveau roman. Je ne vais pas m'amuser à mettre Reine comme ça, juste qui donnera de ses nouvelles, dire qu'elle va bien. Ça n'aurait pas d'intérêt. Mais donc voilà, il n'y a pas de suite en préparation d'une évidence ou d'un autre de mes romans d'ailleurs. D'accord. Dans vos romans, vous avez choisi, vous utilisez toujours des lieux très précis. Et il y a quelqu'un qui voudrait savoir si ce sont des lieux d'enfance ou si c'est le hasard ou si c'est des lieux qui vous plaisent à l'heure actuelle. Alors, déjà, quand j'utilise des lieux, ce sont des lieux que je connais. J'ai besoin de les connaître, j'ai besoin d'y être allée, j'ai besoin d'avoir ressenti des émotions, pardon, des sensations, enfin, l'odorat, entendre les bruits, etc. Donc, quand j'ai écrit Les gens heureux, la vie est facile, qui se passe en grande partie en Irlande, je suis allée en Irlande à plusieurs reprises parce que voilà, j'avais ce besoin-là. Quand j'ai écrit des romans, enfin 2 romans se passent en Provence. La Provence, j'y ai une partie de mon cœur et j'y vais très souvent, donc je la connais. Et après, pour une évidence qui se passe en grande partie à Saint-Malo, j'y suis née, j'y ai grandi et j'y habite à nouveau depuis un an. Donc voilà, c'est pareil, c'est un lieu que je porte en moi. Et ceci dit, celui-là, ça a été il m'a fallu attendre le 7e roman pour avoir le courage d'écrire sur celui-là parce que justement, il est hyper investi. Enfin, pour moi, enfin, j'y ai énormément d'affect, donc j'avais peur de pas y arriver ou de trahir les lieux, de pas être capable avec mes mots de dire le Saint-Malo dont j'avais envie de parler. Ce fut une contrainte, ça, pour vous? Ça a Les été lieux, compliqué de ne pas trahir les lieux? C'était vraiment quelque chose, ça vous a apporté des contraintes dans l'écriture ou ça a été plus non, en facile fait, pour vous? ben, en fait, il a fallu que j'écrive 6 romans en fait avant. Peut-être pour gagner une forme de maturité aussi dans l'écriture et d'être capable vraiment, en fait, finalement, quand j'ai écrit Une évidence qui découvre Saint-Malo, euh, Rennes ne connaît pas Saint-Malo. Donc j'étais dans sa peau et du coup j'ouvrais les yeux pour la première fois sur Saint-Malo et du coup j'avais l'occasion de tomber à nouveau amoureuse de Saint-Malo via le regard de Rennes. Mais c'est vrai qu'avant c'est quelque chose qui m'empêchait en fait. Je m'interdisais d'écrire sur Saint-Malo parce que je n'en sentais pas encore les capacités. Donc il a fallu, oui, que j'acquière une forme de maturité dans l'écriture pour me dire, allez, ça y est. Puis de toute façon, c'était celui-là. L'histoire, en fait, a aussi imposé que ça soit Saint-Malo. D'accord. Est-ce que c'est un choix de votre part de brosser des portraits de femmes à la fois fortes et faillibles qui surmontent à chaque fois des épreuves dans vos romans? Alors, c'est vrai que j'écris dans la peau d'une femme. J'ai juste fait voilà, une entorse à la règle dont j'ai toujours cette musique dans la tête où il y avait le point de vue
et de Vera et de Yanis, son mari. Mais déjà, je pense que j'écris dans la peau d'une femme parce que j'en suis une et que c'est venu d'une manière assez instinctive. Après, si elles sont fortes et faibles à la fois, c'est parce que en fait, ben, j'ai envie que ça soit des femmes, que ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être notre sœur, notre cousine, notre meilleure amie, notre mère. On peut les rencontrer au coin de la rue. En fait, moi, j'ai envie que ça soit des femmes de la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, on a nos qualités, on a nos défauts, on a nos forces, nos faiblesses, on a nos meilleurs amis, on a les gens dont on tombe amoureux, on a des gens avec qui on se bat, avec qui, voilà, et on traverse tous, malheureusement, des épreuves plus ou moins douloureuses à certains moments. Et en fait, moi, c'est ça, enfin, ce qui m'anime dans l'écriture, c'est de raconter des parcours de femmes qui ne cherchent pas de l'extraordinaire, mais qui, en fait, vont être amenées à traverser de l'extraordinaire. C'est vraiment voilà, dans cette optique-là que je plonge dans leur tête et dans leur vie et que j'essaye de raconter une tranche en fait de leur existence. Alors là, il y a une petite question technique. Est-ce qu'on vous verra un jour écrire à la troisième personne dans un roman? C'est pas exclu. C'est pas exclu. C'est toujours j'ai toujours cette musique dans la tête où j'ai fait un prologue et un épilogue effectivement à la troisième personne. En fait, depuis justement ce roman où j'ai fait ça sur voilà 2 tout petits chapitres et où j'ai fait un double point de vue homme-femme, je me suis dit de toute façon ne dis vraiment jamais, jamais, parce que tu ne sais pas ce qui peut te tomber dessus dans l'écriture. Peut-être qu'un jour, j'aurai une histoire qui s'imposera à moi où je n'aurai pas, où l'instinct m'amènera vers cette troisième personne et plus à la première, ou de la même manière, peut-être qu'un jour, l'instinct me dira d'écrire un roman totalement dans la tête d'un homme. Ça sera l'histoire et le personnage finalement, ou les personnages qui m'imposeront ce changement dans la technique et dans la narration. Je rebondis parce qu'il y a eu plusieurs questions sur le fait que vous écrivez beaucoup avec des héroïnes femmes. Et est-ce qu'il y aura un jour où vous allez vous mettre dans la tête d'un homme? Parce que ça, c'est pas facile non plus. Non. Et ça, il y a beaucoup là-dessus. Alors, c'est vrai que quand je l'ai fait pour, en gros, la moitié du roman, dont j'ai toujours cette musique dans la tête, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir et de me glisser dans la tête de Yanis. Voilà, j'ai aimé l'exercice, véritablement. Et quand je devais repasser dans la tête d'Ava pour le chapitre suivant, Yanis me manquait. Donc, c'est vraiment quelque chose que je n'exclus pas. Mais voilà, je le répète, je pense que ça viendra du personnage, en fait. Il arrivera, il s'imposera et il me dira certainement, mais laisse-moi parler tout seul parce que j'ai tellement de choses à dire qu'il faut me laisser parler. Et c'est vrai que du coup, pour nos résiliences, j'aurais pu opérer le choix de faire un double point de vue et de faire parler Xavier. En l'occurrence, Ava, elle avait tellement de choses à dire, tellement de choses à vivre qu'elle n'a pas laissé la place à son mari. C'est comme ça. Mais voilà, peut-être que oui, vraiment, c'est quelque chose que je n'exclus pas. D'accord. Alors, tous les jours, on a une question que j'aime bien dire, la question du bac ou de philo. C'est quel est le pouvoir de l'inconscient dans votre roman? Alors là, vous n'avez pas 2 heures, vous avez juste 3 minutes. Wow. Je ne sais pas comment les autres s'en sont sortis, mais c'est compliqué. Il est total. Il est total, le pouvoir de l'inconscient, parce que quand des fois je lutte contre mes personnages, parce que, moi, dans ma manière d'écrire, j'estime que je ne suis absolument pas la marionnettiste toute puissante qui va décider de tout. Bien au contraire, et justement, en fait, j'en ai de la preuve quasiment tous les ans quand je lutte contre mes personnages, ça ne fonctionne pas. Et en fait, mes personnages sont mon inconscient. Et quand ils ont décidé d'aller quelque part, il faut que je les suive, en fait, il faut que je me laisse faire. Et c'est pour ça que, oui, je pense que mon inconscient, il est total dans l'écriture. D'accord. Alors là, il y a une petite question personnelle. Qu'avez-vous à donner comme conseil à une étudiante de 23 ans qui rêverait d'écrire un livre? De garder son rêve, de travailler, d'être sincère dans son écriture. Enfin, moi, je dirais que c'est mes 3 piliers, en fait. J'avais ce rêve en moi
c'est le rêve que j'ai commencé à avoir pendant mes études de psycho, d'écrire un jour des romans. Je l'ai gardé au fond de moi jusqu'au moment où ça a été plus fort que moi et je me suis mise au travail. Mais ouais, je me suis mise au travail. Enfin, j'ai pas... Et je travaille encore beaucoup quand j'écris un roman. J'y consacre de longues heures. Et même si c'est du travail, c'est du plaisir. Mais par contre, je raconte les histoires que j'ai envie de raconter. Il faut que je sois sincère. Il faut que d'une manière ou d'une autre, même si mon écriture, l'inconscient est très important, il faut que je m'y reconnaisse. Il faut pas que, il faut que, j'ai pas le sentiment de me trahir en fait par rapport à celle que je suis dans l'écriture. Et je pense que la sincérité et le travail, c'est certainement le duo le plus, enfin pour moi en tout cas, hein, ce n'est que mon avis, le duo le plus fort en tout cas pour l'écriture, en tout cas pour la mienne. Ouais. D'accord. Là, il y a une question. Considérez-vous que la fidélité à un éditeur soit propice à l'inspiration sur le long terme par la confiance que ça instaure entre eux? Ou pensez-vous que le moment où il y a une nouvelle ligne éditoriale ou un nouvel éditeur, ça puisse offrir un nouveau souffle à un auteur? Pour moi, chaque parcours et chaque vie d'auteur est différente. Moi, il s'avère que j'ai la chance extraordinaire de m'entendre merveilleusement avec mon auteur, avec mon éditeur, d'avoir un lien avec mon éditrice pour travailler le texte absolument magique et fondamental. Enfin, elle me connaît, elle sait où appuyer. Parfois, elle n'a même pas besoin de parler. En fait, je sais où elle va appuyer. Donc, pour moi, en fait, ce lien que j'ai créé depuis 2013 maintenant avec les éditions Michel Lafon, je n'ai aucune raison de le remettre en question. Après, voilà, que des auteurs changent de maison d'édition, mais ils ont certainement leurs raisons. Je dirais que ça, c'est quelque chose d'hyper personnel, en fait. C'est une relation qui se construit. Moi, la confiance qu'on a les uns pour les autres, euh, j'ai pas de raison de la remettre en cause. Donc, voilà. Après, ce sont des liens, en fait, qui se construisent comme dans une famille, comme dans une relation amicale, en fait. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Je voudrais m'excuser auprès des participants parce que je ne pourrais pas poser toutes les questions. Je vais juste poser la dernière qui est un peu une question piège et qui n'est même pas de moi. Parmi vos romans, avez-vous une préférence pour l'un d'entre eux? Ça, c'est compliqué. Hein. Non, j'ai pas de préférence. Alors, quand je les relis, de temps en temps, ça m'arrive parce que mes personnages me manquent, donc je me replonge dedans, je me dis, oh là là, celui-là, celui-là, celui-là. Et puis, si un mois plus tard, je vais en relire un autre, je vais me faire, oh, celui-là, celui-là, je voudrais pouvoir le réécrire. Non, j'ai un lien particulier avec chacun d'entre eux, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils représentent un an de ma vie, donc ils ont tous un petit quelque chose, en fait, de particulier. Comme chacune de mes héroïnes, en fait, elles m'ont toutes laissé un morceau d'elles à la fin du roman. Enfin, j'ai coutume de dire que je ne suis pas la même entre le début de l'écriture et la fin, parce que chacune m'a laissé une trace indélébile finalement, et je ressors grandie grâce à mes personnages. Donc, non, je peux pas dire que j'ai de préférence, comme je peux pas conseiller lequel il faut lire. C'est une rencontre qui doit s'opérer entre les lecteurs et un ou plusieurs romans. Alors justement, je vais rebondir là-dessus parce qu'avec Nathalie, nous allons faire un conseil de livre tout à l'heure, là, de livre de poche. Vous, quel livre vous conseilleriez aux participants qui vous écoutent là? Est-ce que vous avez un conseil lecture? Un conseil lecture? Soit un livre qui vous a marqué, soit un classique, soit un livre que vous êtes en train de lire là actuellement. Alors là, je suis en train de lire Hôtel de Paris, que j'ai commencé il y a quelques jours. Après, c'est mes lectures de confinement là que je peux partager. J'ai peu lu pendant le confinement, mais j'ai quand même réussi à en lire quelques-uns. J'ai rattrapé mon retard parce que j'avais pas encore eu le temps de lire Le Bal des Folles, voilà, qui est quand même extraordinaire. Et j'ai lu aussi Comme un enchantement, qui a été une bulle en Italie absolument extraordinaire pour moi. Et sinon, je dirais un de mes livres de chevet, dont j'ai beaucoup parlé dans une évidence l'année dernière, c'est Ces Messieurs de Saint-Malo. Si on veut du romanesque et si on veut du roman historique, alors là, allez-y. Faut pas se tromper. Je vais repasser la parole à Nathalie Iris pour la conclusion et puis on fera notre conseil poche si vous voulez bien.
Oui, ben, j'ai vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir à animer cet entretien. Vraiment, je dis à tous les lecteurs, ben, allez en librairie indépendante, achetez le livre d'Agnès Martin-Lugan, celui qui vient de sortir, tous ses poches, si vous n'avez pas encore lu les autres, les précédents, qui sont parus aux éditions Pocket. Et un grand, grand, grand merci à Agnès pour le temps qu'elle a passé, et à Nathalie et à Frédéric pour l'organisation de ces rencontres. C'est absolument formidable. Merci à toutes les trois. Merci Nathalie pour notre échange qui était passionnant, enfin que j'ai adoré. Merci à tous les lecteurs d'être venus nous écouter. C'est génial d'avoir voilà, d'avoir cet espace de rencontre pour parler des livres. Vraiment merci du fond du cœur. Alors, effectivement, ces rencontres ne remplacent pas les rencontres en librairie. Dès que vous pourrez, vous, les auteurs, aller en librairie, il faut que tout le monde aille en librairie. Mais vous pouvez déjà aller en librairie, même dans la librairie de Nathalie, acheter le livre d'Agnès. Donc, je rappelle, Nos Résiliences est sorti aux éditions Michel Lafon. Il est sorti hier. Donc, vous pouvez y aller. Demain, elles sont ouvertes. Et nous, on va faire un petit conseil de livre de poche parce qu'on a décidé de mettre à l'honneur aussi le format poche qui tient une place importante dans nos librairies. Donc, Nathalie, je vous laisse commencer. Oui, alors ben moi je vais conseiller un livre qui vient de sortir aux éditions du Livre de Poche qui s'appelle San Perdido. C'est un premier roman de David Zuckerman qui était paru l'année dernière. Et en cette période de confinement, eh bien, il va vous emmener au Panama et va vous faire vivre des aventures extraordinaires avec des gens très riches, des gens très pauvres, des riches et des pauvres qui vont se rencontrer, qui vont se croiser, qui vont s'aimer, qui vont se détester. Tout ça dans une ambiance sud-américaine formidable. Il est extraordinaire ce livre. Oui, Ah oui. Alors voilà. Alors moi, je voulais juste faire un petit clin d'œil à un auteur qui nous soutient depuis le début, c'est Tatiana de Ronet. Les éditions Pocket ont décidé de faire une petite compilation de ses nouvelles dont elle a le secret. Et je vous invite à acheter ce livre parce que vous allez... J'en dis pas plus, mais c'est très intéressant. C'est une autre facette, les nouvelles, c'est différent de ses romans, mais elle est diabolique quand même dedans. Donc je vous conseille Tatiana de Ronet, L'envers du décor chez Pocket. Mesdames, je vais vous remercier vraiment d'avoir passé ce passionnant moment avec nous. Merci Agnès encore d'avoir accepté de venir le lendemain de la sortie de votre livre. Ah non, c'était vraiment un plaisir. Merci à vous de m'avoir invitée.